Salam alaikum, Azulflaoun. Bonsoir. Les 10 premiers jours de ce mois sacré n'ont pas seulement été marqués par la spiritualité et les retrouvailles familiales. Ils ont aussi révélé avec une acuité douloureuse la cherté de la vie, le malaise social et la recrudescence alarmante de la harga. Une fois encore, des embarcations de fortune ont quitté les côtes algériennes, emportant à leur bord des jeunes et moins jeunes décidés à affronter la Méditerranée, au risque de ne jamais revenir. Le souvenir de la fuite vers Ibiza de cet adolescent reste gravé dans les esprits. Plus qu'un drame isolé, cet épisode a agi comme un révélateur. Depuis le 15 août 2025, les Baléares ont enregistré l'un des pics migratoires les plus marquants de ces dernières années. Plus de 600 haragas en 3 jours à Majorque et Formentera, des chiffres saisissants qui traduisent une tendance lourde et profonde. La nouveauté réside dans le profil des candidats au départ. La harga n'est plus l'apanage des plus démunis. Adolescents, familles avec bébés, diplômés, ingénieurs, enseignants, femmes enceintes, sportifs. Cette diversité dit l'ampleur du désenchantement lorsque ceux qui ont étudié, travaillé, parfois réussi, choisissent l'exil clandestin. Il ne s'agit plus seulement de précarité économique, il s'agit d'une rupture morale et politique. Comment comprendre qu'un pays riche en ressources et en compétences humaines voit ainsi ses forces vives prendre la mer? Parce que la richesse ne suffit pas quand l'horizon se ferme. Une économie dépendante, un marché de travail verrouillé, des inégalités persistantes, mais aussi un climat politique perçu comme figé et un espace de liberté restreint nourrissent un sentiment d'étouffement. Après l'espoir immense suscité par le Hirak, une désillusion s'est installée. Beaucoup ont le sentiment que la promesse de changement s'est dissipée, laissant place au doute et à la frustration. La harga devient alors un langage silencieux, un vote par le départ, l'expression d'une perte de confiance. Ceux qui partent ne sont pas naïfs. Ils connaissent les dangers de la mer, l'incertitude de l'exil, la dureté de la clandestinité. S'ils choisissent malgré toute cette voie, c'est que l'immobilité leur semble plus insupportable encore. La harga n'est pas qu'un phénomène migratoire. Elle est le symptôme d'une crise profonde qui traverse la société à tous les niveaux. L'endiguer exige plus que des mesures sécuritaires. Cela suppose d'écouter la société, de reconnaître ses fractures, de recouvrir les espaces d'expression et de recréer des perspectives crédibles. Lorsqu'un pays voit ses adolescents, ses familles et ses élites préférer l'inconnu de la mer à la certitude du présent. Il ne s'agit pas seulement d'un départ, c'est un avertissement, un signal qui est encore temps d'entendre. Nous en débattrons avec nos invités de la harga et le symptôme d'une crise profonde, juste après cette petite intro. Harga, la fuite en mer d'une jeunesse sans horizon. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir avec nous Rafiq Bouhlel, économiste et militant politique. Il est avec nous depuis la France via Skype. Rafiq Bouhlel, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik si Rafiq ou Sahar Mdankoum. Merci Sinassar, merci à tous les téléspectateurs, téléspectatrices de Microscope, à la régie, merci à tous les musulmans, Sahar Ramadan, à tous les musulmans de France et d'Algérie et de partout dans le monde qui nous regardent. Et je vous remercie pour cette invitation, pour un sujet très, très, très sensible et un sujet d'actualité.
Barakallahu fik. Merci beaucoup, Rafiq. Merci d'avoir accepté l'invitation. On a aussi le plaisir d'avoir avec nous Jamal Ghessoum, qui est analyste politique. Il est avec nous aussi depuis la France, depuis Paris exactement, via Skype. Jamal Ghessoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik ou sahar mdanik. Bonsoir, c'est Nasser. Merci pour l'invitation. Sahar Mdalkoum, à toi, à tes invités, à la régie et à l'ensemble des peuples musulmans. Merci beaucoup, Jamal Ghessoum. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec nos invités, sur un thème bien sûr qui est très important, mais aussi qui a pris de l'ampleur ces jours-ci, on en parle souvent, bien sûr. On va passer quelques titres. Il n'y a pas beaucoup de titres, malheureusement, qui en parlent sur ce phénomène de la harga. On va commencer avec le Matin d'Algérie. Vous êtes en train de voir donc le titre du journal Le Matin d'Algérie, Migration clandestine, intensification des traversées vers les côtes espagnoles donc au départ de l'Algérie. Les services de secours espagnols ont enregistré au cours des dernières 48 heures une hausse des arrivées de migrants partis des côtes algériennes. Selon les données communiquées par Francesco José Clemente Martin, membre du Centre international pour l'identification des migrants disparus, plus de 160 personnes ont été secourues ou interceptées sur l'ensemble du littoral espagnol durant cette période. Dans la province d'Almería, 2 embarcations de type Fantôme ont été interceptées avec 29 ressortissants algériens à bord. Les autorités ont recensé 20 hommes, une femme et 8 mineurs. Aucun problème de santé n'a été signalé. Dans la région de Murcie, je pense à Murcia, 2 autres embarcations parties de Mostaganem ont atteint les secteurs d'Aguias et d'Escambrera, Mazarón, Cartagena. Elles transportaient 40 personnes de nationalité algérienne et marocaine. Au niveau de l'archipel des Baléares, une embarcation en fibre de verre partie de Zeralda, Alger, a été interceptée au large d'Ebiza avec 14 passagers algériens à son bord. Voilà, donc ça c'est un peu le détail par rapport à cet article publié dans le journal du matin, Le Matin d'Algérie. Un autre titre, Radio des Sans-Voix, Espagne, les autorités recherchent une embarcation partie d'Algérie. Une embarcation partie d'Algérie est perdue en mer pas loin des côtes espagnoles, affirment des sources médiatiques qui citent le gouvernement espagnol. Selon l'agence Reuters, la police espagnole et l'agence européenne de garde-frontières Frontex menaient vendredi, donc hier, des recherches pour retrouver une embarcation transportant un nombre indéterminé de migrants qui tentaient de rejoindre les îles Baléares. Et on finit avec ce post sur Facebook de Francisco José Clemente Martin, qui est très connu parce qu'il suit donc ce phénomène et c'est lui qui publie souvent donc les nouvelles par rapport au Harraga. On peut lire dans son post sauvetage Pater, l'avion de sauvetage maritime a localisé une Patera avec 19 personnes algériennes qui ont effectivement effectué le sauvetage Salvamar Naos d'Ebiza, sauvé à 110 km de la côte. 18 hommes, nous dit-on, et une femme. Sortis de Tipaza, fibre blanche, Yamaha 90 chevaux, tous en bonne santé, arriveront au port d'Ebiza dans les prochaines heures pour recevoir les soins médicaux et humanitaires. Donc, a publié Francesco José Clemente Martin. Voilà, donc quelques nouvelles par rapport donc, à ce phénomène de Harraga qui a pris de l'ampleur ces derniers jours, surtout depuis l'Algérie. D'abord, on va écouter le chef de l'État dans ce clip qu'on va montrer avant de donner la parole donc, à nos invités. Souvent, on entend Abdelmadjid Tebboune parler donc, de l'Algérie, connaît les meilleurs, connaît les premiers dans tout. On l'écoute. احنا الدولة الأولى حاليا والوحيدة لإنتاج
الانسولين القلم تاع الانسولين. احنا الدولة الوحيدة مغاربية افريقية وربما حتى بعض الدول الاخرى اللي نديروا لي تيست على الاموات نتاعنا الله يرحمهم. احنا الدولة الوحيدة من غير اوروبا الغربية اللي عندها هذا العلاوة. علاش؟ باش ما نخليش الشاب يمد يديه، حتى الوالديه ما يمدش يديه. احنا الدولة الوحيدة في افريقيا في العالم العربي في الدول الأوروبية خارج الدول الأوروبية اللي أسست الصيدلة. احنا اللي عندنا بطالة المنحة تاع البطالة. الكهرباء احنا الدولة الوحيدة، وهذا على الحساب تاع الأمم المتحدة. احنا الدولة الوحيدة اللي فاتت المعدل اللي كانوا حسبته الأمم المتحدة. الدولة الوحيدة ما كانش لا أمريكان ولا فرنسا ولا الروس. البلد الوحيد في إفريقيا اللي ما عليش ولا سنتيم مديونية، الدراسة مجانا، الطب مجانا. الدولة الوحيدة اللي عندها الثلث تاع السكان تاعها في المدارس. ما فيش دولة في العالم وجازم فيها اللي عندها نفس السياسة كما الجزائر، كانش. Voilà, donc le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune, vous l'avez écouté dans ce passage Daoula al-Wahida, dans plusieurs secteurs, mais on va regarder ces images qui font un peu bien sûr mal à nous en tant qu'Algériens. Pourquoi donc ces jeunes Algériens quittent leur pays? On regarde ces images. Voilà, Jabal Ghessoun, je vais commencer cette émission avec vous. Un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur. Chaque fois, on en parle, bien sûr, mais on est ce sacré mois de Ramadan, juste 10 jours, et on a vu des chiffres vraiment qui interrogent. Pourquoi donc autant de jeunes Algériens qui préfèrent risquer leur vie dans la Méditerranée que rester donc en Algérie. Il y a eu bien sûr ces chiffres qui ont été publiés par Francesco José Clemente Martin, qui est membre du Centre international pour l'identification des migrants disparus. Il parle de 160 personnes qui ont été secourues ou interceptées sur l'ensemble du littoral espagnol. Bien sûr, souvent, la plupart donc, de ces migrants sont partis des côtes algériennes. Qu'est-ce qui pousse les Algériens à prendre ce risque, d'après vous, et à quitter l'Algérie, Djemal Ghessoun? Tout d'abord, j'aimerais être clair par rapport à ce sujet et en termes de responsabilité. Je dis et je déclare de la manière la plus claire qui soit. Je ne pourrais pas être plus clair que ça. L'État, je ne parle pas du gouvernement, nous n'avons pas de gouvernement en Algérie, nous n'avons pas un pouvoir exécutif digne de ce nom et sur lequel on pourrait porter une responsabilité. Mais l'État est tout à fait impardonnable, je dis bien impardonnable, de ne jamais avoir abordé la question liée à l'enfance et à la jeunesse, au projet, sauf à travers quelques faits qui sont plus de l'ordre du médiatique que du pratique. L'État algérien est impardonnable d'avoir toujours fait de la question des Harraga une question taboue, comme si nous ne pouvions pas aborder cette question sans qu'il n'y ait de retombées politiques majeures et négatives à l'égard de ceux qui détiennent le pouvoir. Je dis au président de la République, de la manière aussi la plus claire qui soit, et je le dis d'ailleurs
parce que toutes vos questions se rassemblent autour de la question de la perspective, on va parler plus clairement, de la perspective d'avenir. Qu'est-ce qui peut pousser un jeune ou un moins jeune, parce qu'il n'est plus question que de jeunes maintenant, et encore moins, et vous l'avez dit, il n'est plus question de jeunes en désuétude ou avec des problèmes sociaux. Ça touche les hautes sphères même du savoir. Et la question, c'est que, et là je parle en tant que professionnel, parce que là pour le coup c'est mon métier, c'est que les institutions algériennes, l'État algérien n'a jamais rien mis en œuvre qui accompagne l'enfance et la jeunesse. Pas simplement sur la question de l'entrepreneuriat. Le président de la République peut très bien parler des startups parce que c'est ce qu'il dit depuis 3 ans. Les startups, les startups. Mais avant même de parler des startups, il faudrait que les enfants se sentent bien en Algérie. Or, ils s'y sentent mal. Il n'y a rien. Vous savez, j'ai été au ministère de la formation professionnelle au mois d'octobre passé. Je voulais m'enquérir des professionnels algériens. Qui avait-il comme formation pour former les professionnels algériens pour accompagner l'enfance et la jeunesse vers quelque chose qui soit de moins de l'ordre de la consommation de stupéfiants, de la question de la délinquance, de la question des projets d'avenir. Vous savez ce que j'ai trouvé et j'ai été stupéfait en plus de 39 ans de carrière. Il n'existe qu'une seule formation pour former des assistantes maternelles. Et donc, déjà là, ça démontre que l'État algérien ne prend pas au sérieux la question de l'enfance et de la jeunesse en Algérie. Et moi, je trouve cela, parce que c'est quand même mon métier, tout à fait scandaleux. Très bien. Et pourtant, Jamal Gessoum, je pense que le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, avait soulevé cette question de Harraga. Mais on va l'écouter. Comment donc il a répondu donc à ce phénomène? On l'écoute. ما تقزمش بلادك. العالم كله عارفها باللي قوة جهوية، باللي قوة تجيب السلام في المنطقة، باللي قوة جابت توازنات في المنطقة. دولة اللي تخرج 250 ألف جامعي سنويا، قال لي أنا ما نشكك في الشباب تاعها، ستارت اب، ميكرو انتربريز ولا غيرها. C'est un problème de dignité nationale. dignité nationale. واذكر الجزائر وسخا إن ذكر اسمها تجد الجبابرة ساجدين ركعا. أنا كبرناها. اللي ما يعترف ببلاده واش بقاله. مصطفى خويا العزيز، شوف اذا كان خوتي، شوف اذا مازال كان واحد حليب للطفل صغير، قال لك كان واحد حليب بنته. ما كانش نبيل، ما كانش المال طفل. Voilà. Rafiq Bouhlel, la question est à vous, bien sûr. On a entendu donc l'analyse de notre ami Jamal Gessoum. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi donc autant de jeunes Algériens, mais pas que les jeunes Algériens? On a vu des familles, des femmes avec des bébés, mais aussi des jeunes instruits, diplômés, qui prennent le risque aussi. Pourquoi, malgré les richesses du pays, Rafiq Bouhlel, autant de jeunes ne voient-ils pas d'avenir en Algérie? J'aimerais avant tout saluer l'intervention de M. Gessoum, qui, à mon sens, est plein de vérité et que il reflète les choses, pas toutes, mais je salue sa transparence et son courage de dire des choses qui sont vraies. Donc, le phénomène de l'immigration clandestine, à savoir Al-Harga, existe depuis des dizaines d'années. C'est pas quelque chose de nouveau et c'est pas quelque chose qu'on découvre. Mais depuis les 6-7 dernières années, depuis l'arrivée de Tebboune et de on découvre une nouvelle forme de haraga, sachant que entre l'ancien pouvoir de Bouteflika et le nouveau pouvoir de Tebboune, entre les deux, il y avait le Hirak, et le Hirak a donné une réelle
espoir pour la jeunesse algérienne, où on a vu le phénomène de Harga qui s'est largement diminué, limite arrêté à un certain moment donné. Et après cela, malheureusement, ce phénomène a augmenté de manière exponentielle. Nous ne touchons plus, comme l'a si bien dit Sigsoum, nous ne touchons plus les jeunes, mais ça touche maintenant les hommes, les femmes, les personnes âgées, les personnes moins âgées, les personnes qui ont un certain statut social, etc., etc. Donc, ce phénomène a évolué de manière dangereuse, où on a vu, même dans certains cas, l'histoire des 7 adolescents qui ont pris un bateau à Ain el-Benyen et qui ont risqué leur vie à travers la traversée de la Méditerranée. On a vu aussi un général qui a pris la fuite à travers la Haga. On a vu aussi récemment un sénateur, des députés, des chefs d'entreprise. Et ce problème de la Haga touche tous les tranches de la société algérienne. Et ça, c'est un problème qui n'existait pas avant. Pourquoi? Parce que concernant la jeunesse fuit l'Algérie pour plusieurs raisons, à savoir l'absence d'un avenir prometteur, l'absence de travail, l'absence de perspective d'avenir, de construire une famille, acheter une maison, trouver une voiture, trouver du travail. Quand Abdelmajid Tebboune déclare que chaque année les universités créent 250 000 diplômés, en réalité, chaque année, les universités créent 250 000 chômeurs parce qu'il n'y a pas les entreprises économiques pour absorber cette main-d'œuvre compétente. En conséquence de quoi, cette main-d'œuvre va se ruer vers les consulats français, espagnols, italiens, américains pour partir vers l'étranger. Et là, on a un premier problème, à savoir la fuite des cerveaux. On a aussi une population socio-culturelle, on va dire, un peu moins diplômée, qui n'a pas eu l'opportunité de faire des études supérieures. Et à ce moment-là aussi, ces personnes prennent les barques de la mort pour risquer leur vie et traverser la Méditerranée en quête d'un avenir meilleur. Aujourd'hui, depuis les 6 dernières années, on a des familles entières qui pensent à l'avenir de leurs enfants, qui vendent leurs biens en Algérie et qui prennent les barques de la mort en traversant la Méditerranée. On a des chefs d'entreprise qui sont persécutés par le régime et qui ont peur de se retrouver en prison pour X ou Y raison, et ils prennent les barques de la mort et ils risquent leur vie pour traverser la Méditerranée. C'est un fléau qui est national, qui touche l'intégralité des tranches et des franges de la population, et surtout, malheureusement, le régime, parce que moi je dis toujours que c'était un régime, parce que c'était un régime totalitaire et dictatorial, pour lui, chaque haraga, c'est un projet économique, politique et social. Pourquoi? Chaque haraga qui quitte l'Algérie, c'est un Algérien de moins qui va réclamer ses droits en termes de travail, en termes de logement et en termes d'équité. Chaque Algérien qui quitte l'Algérie de manière clandestine, c'est un projet aussi politique, parce que le gouvernement algérien, on l'a bien vu avec la France et avec les autres pays, il les utilise comme moyen de pression sur les gouvernements européens pour ne pas reprendre les OQTF et de leur dire, si demain je ne suis plus au pouvoir, c'est des boulevards d'immigration qui vont s'abattre sur les côtes européennes. Et c'est un projet aussi social, dans le sens où c'est un problème d'un jeune en moins où le gouvernement algérien ne va pas répondre à ses besoins et ils s'en débarrassent. Donc vous avez la problématique de la harga, à savoir un problème économique au moins pour le gouvernement, un avantage politique pour faire pression sur les gouvernements étrangers et un problème social en moins. Et la question pour finir, et la question que je me pose et qu'il faut se poser,
comment le gouvernement algérien et l'armée algérienne est capable de détecter un drone qui a traversé du Mali à l'Algérie, selon les autorités algériennes, et qui a été abattu en moins de 5 minutes. Et si c'est le cas, bravo à l'armée algérienne. Et en même temps, ils n'arrivent pas à avoir 80, 100 embarcations qui partent en même temps, et qui quittent la Méditerranée dans la tranquillité la plus totale et sans que personne ne les arrête. Et là, cette question se pose, est-ce que les autorités algériennes sont complices? Est-ce que les filières de transport des migrants sont en un rapport direct ou indirect avec les autorités algériennes? Et cette manne financière profite à qui? Très bien. Reste avec nous, Rafiq Bouhlel. Des questions pertinentes, Jamal Ghassoum, qui ont été posées par Rafiq Bouhlel. Bien sûr, mais le sentiment, est-ce qu'il y a une impression d'injustice sociale? Qu'est-ce qui pousse donc ces Algériens, ces jeunes, à prendre le risque de traverser la Méditerranée, de perdre leur vie, et pour arriver donc à l'autre côté de la Méditerranée, en Espagne ou d'autres pays européens? Est-ce qu'il y a un sentiment d'injustice d'après vous, ou un sentiment d'absence, de changement réel, malgré les espoirs nés du Hirak? Et je pense que Rafiq Bouhlel, on en a parlé. Pourquoi on est arrivé à cette situation? Alors qu'on parle d'un pays très riche, Jamal Ghassoum, on parle de l'Algérie, un pays pétrolier, un pays gazier, des terres énormes, une jeunesse qui a un potentiel extraordinaire. On est 45 millions, on n'est pas 250 millions. Pourquoi ces jeunes partent? Pourquoi? Est-ce que c'est une question de liberté aussi? Jamal Ghassoum. Parler d'injustice ou d'injustice sociale, je voudrais juste dire à Serafir, que je salue par ailleurs, qui qualifie l'Algérie comme étant un pays qui serait dans la menace de tout ce qui est immigration vis-à-vis des pays étrangers. J'aimerais juste dire que nous avons beaucoup de défauts, nous, Algériens, et je m'englobe dedans. Le gouvernement algérien ou l'État algérien a beaucoup de défauts, mais s'il y a un défaut qu'il n'a pas, c'est d'utiliser l'immigration comme un moyen de menace. Je pense que Serafir s'est trompé de pays, et que ça, il faudrait le voir avec notre voisin de l'Ouest, qui lui est spécialiste de la menace liée à l'immigration. Maintenant qu'on rétablit la justice, parlons de l'injustice. Mais le point qu'il a soulevé, Jamal Ghassoum, je m'excuse, le point qui a été soulevé par notre ami Rafiq Bouhlel, c'est que pourquoi, il a parlé du drone, bien sûr, du drone malien qui a été abattu par l'armée algérienne, et bien sûr on ne peut pas dire pourquoi il a été abattu s'il était dans les territoires algériens. La question qui se pose, c'est qu'il y a des militants des droits de l'homme, des militants politiques par exemple, qui postent sur les réseaux sociaux, et tout de suite ils sont poursuivis. Tout de suite, donc, ils sont interceptés. Tout de suite, ils sont poursuivis en justice. Pourquoi on n'arrive pas à avoir autant de sécurité, autant de moyens quand il s'agit des haragas? C'est la question qui a été posée, je pense, par Rafiq Bouhlel. Sinon, on passe de l'injustice sociale des Haraga, on arrive sur les drones maliens, et ensuite sur la question de la liberté d'expression et des influenceurs ou autres qui publieraient. Donc, je comprends. En fait, je ne sais même plus où est la question. Je vais essayer de revoir un peu les choses. Sur la question principale qui était la vôtre, et en l'occurrence celle de l'injustice sociale faite à l'égard de notre enfance et de notre jeunesse, oui, c'est une injustice sociale, c'est une absence de rigueur intellectuelle de la part de nos gouvernants. C'est de leur responsabilité aussi que de mettre en place des choses qui accompagnent les enfants et les jeunes vers un avenir dans lequel il trouverait sa place. Moi, je ne suis pas pour la langue de bois pour travailler dans ce domaine depuis 1987, pour être très précis. Et donc, la responsabilité
des autorités algériennes, de l'État algérien, la responsabilité est tout à fait pleine et entière. Quand je compare à ce qui se fait partout dans le monde, dans le domaine de l'enfance, de la jeunesse, de la prévention de la récidive, de la délinquance, par exemple, parce que l'Algérie est très touchée par ce phénomène. La prévention en ce qui concerne la consommation de stupéfiants, de violences dans le milieu scolaire. Tout cela, l'État algérien n'en aborde aucun. Aucun professionnel en Algérie n'est formé pour faire face à ces phénomènes sociaux. Donc la jeunesse, elle est complètement perdue. Et donc partir à l'étranger, en Espagne ou en Italie ou d'autres pays, pour retrouver un semblant d'avenir, moi je les comprends, les Harraga, mais je ne comprends pas les autorités algériennes qui sont complètement perchées. Aucun pays au monde ne pratique l'absence d'accompagnement de l'enfance et de la jeunesse comme ça se déroule en Algérie. Et je le dis, je le répète, c'est un métier que je connais depuis 39 ans et que je pratique depuis 39 ans. Aucun accompagnement de l'enfance en Algérie. Que l'on me dise ce que les autorités algériennes font pour l'accompagnement éducatif. Je ne parle pas de l'école. Pour l'accompagnement des enfants qui n'ont plus leurs parents. Qu'est-ce qui est fait de ce point de vue? Qu'est-ce qui est fait pour accompagner les enfants pour éviter qu'elles tombent dans la délinquance pour aller en prison? Qu'est-ce qui est fait pour l'enfance qui se retrouve à consommer des stupéfiants? Et encore, les pires, c'est même pas du cannabis comme on a en France, c'est complètement les comprimés. Donc, la responsabilité du président de la République, parce que je veux bien que le président de la République, je l'avais dit tout à l'heure d'ailleurs, qui va parler de start-up. Là, il a ajouté les micro-entreprises. Mais est-ce que ça répond? Il faut être sérieux. Est-ce que ça répond à toutes les problématiques des enfants et des jeunes Algériens en Algérie sur la question? Je suis obligé de le répéter parce que je suis scandalisé qu'un grand pays comme l'Afrique, comme vous le dites, à 45 millions de personnes, avec des moyens absolument incroyables, il n'y a pas un éducateur spécialisé, ça n'existe pas en Algérie. Mais la question de Djemal Ghessoum, la question, est-ce que c'est une question d'accompagnement seulement ou une question aussi qui dépasse l'accompagnement? On parle d'ouverture politique, par exemple, de liberté aussi. Je vais vous dire, l'accompagnement social et éducatif a plusieurs déclinaisons. Elle se décline sur la question de l'insertion professionnelle, de l'insertion sociale, de l'acte de citoyenneté. Et quand on est bien éduqué et qu'on est accompagné pour cela, on atteint tout cela. Tout ce que le président de la République dit sur la question de l'entrepreneuriat, sur la question de la citoyenneté, je suis éduqué en tant que citoyen algérien et donc je vais aller voter, je vais faire de la politique au sens le plus noble du terme. Et donc, mais là, pour le coup, on n'atteint rien de cela en Algérie. Et je le dis, vous savez, quand je parle d'accompagnement, c'est que j'ai 39 ans de recul derrière moi. Et donc ceux avec lesquels j'ai commencé à travailler quand ils avaient que 4 ans ont aujourd'hui 35 ans. Et donc j'ai ce recul-là. Et je dis qu'en Algérie, le point angulaire, c'est l'éducation, l'accompagnement et ensuite et évidemment la citoyenneté. On est citoyen algérien quand on s'implique politiquement, quel que soit le prix à payer. Je le dis bien et entendez ce que je vous dis. Quel que soit le prix à payer, on doit devenir citoyen. Mais comment devenir citoyen, Djemal Ghessoum, quand il souvent des organisations qui défendent les libertés, les droits de l'homme aussi, parle des lois liberticides en Algérie. On a vu par exemple des avocats qui partent en exil, mais aussi des journalistes qui partent en exil. Je vais donner la parole à Rafiq Bouhlel. Rafiq Bouhlel, on a entendu bien sûr le cri de Djemal Ghessoum, qui peut être compréhensif quand on parle d'accompagnement, mais est-ce que l'accompagnement est la réponse à la harga, de prendre en charge bien sûr ces jeunes quand ils sont petits, quand ils sont jeunes, leur donner des perspectives? Est-ce que ça suffit en Algérie pour mettre fin à ce phénomène, ou bien au contraire c'est un phénomène qui est beaucoup plus profond que l'accompagnement? Alors, ce qu'a dit Ghessoum, il n'est qu'une petite partie de la solution. Effectivement, l'accompagnement socio-éducatif des enfants, la prévention contre les stupéfiants, ce qui est tout à fait logique,
avec tout ce qu'on voit et les dérives qu'on voit en Algérie, avec l'explosion de la consommation des psychotropes, des drogues dures, chose qu'on ne voyait pas il y a 5-6 ans, c'est quelque chose de très important. Aussi, quand Sigsoum dit que le citoyen algérien doit être un citoyen complet, qu'il aille voter, qu'il aille faire de la politique, effectivement, c'est une belle chose, c'est des belles paroles. Et c'est très beau d'entendre ça. Mais en réalité, quand un Algérien fait de la politique, il se retrouve en prison. Quand un Algérien fait de la politique, il se retrouve harcelé par les autorités judiciaires. Quand un Algérien fait de la politique, il se retrouve harcelé, menacé par les services secrets algériens, par la police politique algérienne qui est dirigée par les généraux et les services secrets. Comme on peut voir, Fethi Garres fait de la politique. Regardez ce qui lui arrive. Karim Tabo fait de la politique. Regardez ce qui lui arrive. Monsieur Zerlis fait de la politique. Il en est à son 14e procès. C'est pas possible. On peut faire de la politique qui est interdit et qui viole toutes les libertés individuelles et collectives. Un syndicaliste qui fait grève pour les transports a été condamné à 10 ans de prison. Ce n'est pas normal. Nassera Ditour, une Algérienne qui rentre en Algérie et qui se fait expulser d'Algérie. Ce n'est pas normal. Farid Alilat, un journaliste algérien qui rentre en Algérie et qui se fait expulser parce qu'il est algérien. Ce n'est pas normal. La loi, elle est au-dessus de tout le monde, mais en Algérie, la loi est sous les pieds de Abdelmajid Tebboune et de Saïd Chengriha et de la caste militaire qui dirige le pays et qui a explosé le pays. Si aujourd'hui, la harda touche les jeunes, les moins jeunes, les plus intelligents, les moins intelligents, les travailleurs compétents, les travailleurs moins compétents et les hautes compétences, c'est parce qu'aujourd'hui, avec un SMIC à 90 € par mois, ne vous emmène pas loin. Que les entreprises et les micro-entreprises et les start-up, je rappelle que je suis dans le domaine, les start-up, il a investi 400 millions de dollars qui ont été détournés par le ministre des start-up de l'époque et ses équipes. Concernant les micro et les moyennes entreprises, je rappelle que depuis l'arrivée de Tebboune, 1,2 million d'entreprises, micro-entreprises ont déposé le bilan, ce qui employait 3,9 millions de salariés dans le privé. Donc, pour dire qu'en termes de micro-entreprises, on n'a rien. En matière de start-up, on n'a rien. En matière d'accompagnement socio-culturel, éducatif, comme l'a dit monsieur Sidjamel Gessoum, on n'a rien. Et il suffit de voir les images humiliantes des Algériens en Espagne quand ils ont annoncé la régularisation de 500 000 sans-papiers, des queues. Alors l'Algérie, non seulement elle a fait de la chaîne et des queues une spécificité nationale, alors qu'elle a réussi à importer la queue des Algériens à l'étranger devant les consulats, devant Air Algérie, devant Algérie Péri. Et cette vague aujourd'hui d'immigration clandestine qu'on voit depuis 3 jours, avec des centaines de barques de la mort, parce qu'encore une fois, c'est risquer sa vie au large de la Méditerranée. Risquer sa vie, c'est limite du suicide. Du suicide que les Algériens payent entre 10 000 et 12 000 € par personne. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et s'ils partent, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a une politique de régularisation en Espagne et les Algériens tentent de fuir le mois de Ramadan par ce froid, par une mer démontée, avec un risque de chavirement des navires et des barques qui est très élevé, mais ils se disent parce qu'en Algérie, on n'a pas de perspective d'avenir. Si on fait un commentaire Facebook, on est en prison. Si on demande un droit, on est en prison. Si je filme des gens qui font la queue, je suis en prison. Tout ça pour laisser uniquement les médias poubelles comme Algérie, comme Canal Algérie et les médias affiliés au régime, qui montrent au journal de 20h qu'il y a des bananes, qu'il y a de la pomme de terre, que la viande coûte 800 dinars et que l'économie algérienne est au plus haut de son existence, avec 400 milliards de dollars de PIB, que Abdelmajid Tebboune a annoncé atteindre en fin 2025
et puis qui est annoncé atteindre en 2026, qu'on n'a jamais atteint bien sûr, et là qu'il est en train de dire qu'on va atteindre en 2027. Quand 7 jeunes de 15 ans volent un bateau, ils risquent leur vie, là, ça on dépasse toutes les limites. Pour finir, aussi, il faut rappeler que les enfants de la nomenclature algérienne, quand un Algérien basique, un Algérien du peuple, voit que les fils de Saïd Saïd, ministre de l'Intérieur, vivent en France, quand on voit que le fils de Abdelmajid Tebboune, Khaled Tebboune, dispose d'un mort en France, comment voulez-vous qu'ils fassent confiance dans la gouvernance actuelle alors que leurs propres enfants vivent en France, vivent à Genève, en Angleterre, comme les enfants de Saïd Chibouliha. Nos propres dirigeants n'ont pas confiance dans les institutions qu'ils dirigent. Et ils préfèrent donner une vie meilleure à leurs enfants alors qu'ils vivent à Club Départ, qu'ils ne connaissent pas la pénurie d'eau, la pénurie d'Internet, les trous, ils ont des chauffeurs, sont transportés dans des Mercedes et des Audi, alors que le peuple ne trouve pas même pas de pneus pour des Maruti et des voitures qui coûtaient 600 000 dinars en 2012, coûtent 3 500 000 dinars en 2026. Donc, aujourd'hui aussi, les Algériens disent pourquoi je vais rester dans un pays où j'ai aucun avenir, alors que celui qui me dirige, ses enfants vivent à l'étranger, leurs avoirs sont à l'étranger, leurs femmes et leurs enfants et leurs entreprises sont à l'étranger. Et c'est le paradoxe des pays, que ce soit l'Algérie comme une dictature, comme d'autres pays dictatoriaux, où on voit leurs dirigeants jouir des richesses et de l'argent public, alors que leurs enfants vivent à l'étranger et leur peuple crève la faim, fait la queue pour du gaz dans le pays où Abdelmajid Tebboune dit qu'on est le 7e exportateur de gaz. On est dans un pays où il n'y a pas de pneus, alors qu'on est un pays producteur de pétrole et que le pneumatique, c'est le déchet du caoutchouc du pétrole, et on ne les a pas, on n'a pas de voiture, on n'a pas de sel. Il y a une pénurie de sel. Même le sel, il y a une pénurie. C'est gravissime. C'est pour cette raison qu'il faut refondre l'Algérie. Et une seule solution pour que le peuple récupère cette confiance et que cette migration s'arrête, c'est qu'il y ait une dictature. Cette dictature doit dégager, qu'il y ait une démocratie, que la loi soit au-dessus de tout le monde. À ce moment-là, on pourra reconstruire l'Algérie de A à Z, et que si on pourra participer avec ses 39 ans d'ancienneté et d'expérience pour mettre des programmes de qui n'existent pas dans un pays de 47 millions d'habitants où la moyenne d'âge est inférieure à 30 ans. Et c'est ça, et c'est là que le bas blesse, de voir qu'on a les moyens, on a tout ce qu'il faut, mais rien n'est fait. Car c'est voulu par cette politique qui fait que tout le monde veut quitter l'Algérie. Très bien. Restez avec nous, Rafiq Bouhlel. Jamal Ksou, Rafiq Bouhlel a parlé de la confiance donc, des institutions, des jeunes par rapport aux institutions. Est-ce que les institutions en Algérie inspirent-elles encore confiance? Mais aussi la question qui se pose et revient souvent, c'est que les espoirs nés du Hirak ont-ils été trahis? Parce qu'on a vu un espoir né en 2019, et je pense à Rafiq Bouhlel, on a parlé, des observateurs avaient déclaré en 2019, avaient fait des rapports que le phénomène de Harga était arrêté. Les jeunes Algériens ont repris confiance, ont repris espoir par rapport à leur pays. Et là, depuis 7 ans, donc depuis 2019, on est en train de voir une évolution de notre Algérie. On nous dit que c'est une Algérie nouvelle, mais une Algérie qui va droit vers plus de répression, moins de liberté, plus de fermeture en termes de champ politique, médiatique. Et c'est une évolution, bien sûr, qui est inquiétante pour beaucoup d'Algériens. Jamal Ksou.
En ce qui concerne le Hirak, je reste sur l'idée que j'ai depuis de nombreuses années. Je l'ai dit à plusieurs fois, à plusieurs reprises sur votre plateau, et qu'en l'occurrence, le point névralgique, le point le plus important qui était visé par le peuple algérien a été atteint. Le Uhda al-Khamisa, c'était le slogan principal. Ensuite, il y en avait eu d'autres. Mais si je dois répondre à votre question de savoir qui a détruit le rêve autour du Hirak, parce que c'est votre question, je vous dirais que ce sont les gens qui en étaient à la tête et qui ont respecté, en quelque sorte, la fameuse phrase de on s'est mis d'accord pour ne jamais être d'accord. Et donc, les désaccords dans toutes les personnalités qui ont fait partie du Hirak et qui étaient la locomotive, le tort leur revient de ne pas s'être mis d'accord tous ensemble. Ensuite, je reviens sur votre première question sur la confiance liée aux institutions algériennes. J'ai envie de dire que la seule institution à laquelle je fais véritablement confiance en Algérie pour son professionnalisme, c'est l'armée. Je ne vois pas d'autres institutions, ce qu'on appelle euh, Daoula, les institutions, il n'y en a pas. Moi, je ne vois pas d'institution, mis à part l'armée, sur lesquelles on pourrait être tranquille et avoir une complète confiance. La preuve en est que la plupart des gens qui dirigent aujourd'hui les institutions d'État en Algérie se retrouveront aux alentours de 2028-2029 en prison. En fait, c'est un schéma classique qui est en Algérie, c'est qu'aujourd'hui, il y a les personnes qui étaient au pouvoir il y a 3 4 ans. Et en fait, c'est un cercle, j'allais dire vertueux, non, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir confiance à des institutions, sachant par avance que ceux qui les tiennent seront en prison dans 3 ou 4 ans. Et c'est comme ça tout le temps. Et donc, le peuple algérien aura du mal à faire confiance. D'ailleurs, ça se traduit très bien dans les élections. Lorsque l'on voit qu'en France, durant les élections législatives, il n'y avait pas eu plus de 3% de participants. J'avais pour coutume de dire que si 3% d'alcool dans une bouteille de 1 litre c'était halal, eh ben, les élections, c'est la même chose. C'est-à-dire que une participation qui défie les autorités algériennes. Je dirais au président de la République, بكل صراحة الله يهديك Allah yahdik, ça fait 6 ans que vous êtes président de la République et que vous n'entendez pas le peuple. Vous ne l'entendez pas et vous êtes là à ressortir ce que vos collègues conseillers sont en train de vous dire. Monsieur le président de la République, بالكل احترام, Allah yahdik, le Harraka, ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants et on doit mettre ce qu'il faut faire. C'est votre responsabilité, mais vous ne le faites pas. Vous parlez de start-up, vous parlez de micro-entreprise, mais ça n'est pas le sujet aujourd'hui. Le Harraga, vous n'en parlez jamais. Bouteflika rahimahullah, n'en parlez jamais. Pourquoi vous en faites un sujet tabou? Ça n'est pas un sujet tabou. Regardons-le en face et apportons les solutions qu'il faut. Allah yahdik, inshallah. Quelles sont les solutions qu'il faut, Jamal Ksoum, très rapidement? Les solutions qui sont nécessaires, c'est d'abord baser sa gouvernance sur la justice. Sans justice, il ne peut rien avoir. Il ne peut y avoir ni confiance. Sans justice, sans personnes compétentes dans différents champs qui vont entourer le peuple algérien. Et c'est ce dont je parle depuis tout à l'heure. La formation, c'est une petite chose, mais dans les conséquences, c'est plus que vous ne le pensez. En Europe, on dit de l'éducation naîtra la grandeur des peuples. De l'éducation naîtra la grandeur des peuples. Et si nous voulons que le peuple algérien soit un grand peuple, non pas comme nous l'imaginons, mais comme nous le souhaitons absolument, je dirais au président de la République, vous n'avez rien fait pour que de l'éducation naîtra à la grandeur des peuples. Et c'est celle-ci qui peut nous apporter. Une personne éduquée va aller à l'école. Une personne éduquée va se comporter en bon citoyen. Et donc, tout est une question d'éducation. Mais ça, le président de la République, mais pas seulement lui, l'État, depuis 20 ans, ne se préoccupe nullement de la question de l'éducation. On se retrouve avec des violences scolaires en Algérie qu'il n'y avait pas il y a 20 ans. C'est l'affaire parler de 5-6 ans sur la question des stupéfiants. Non, il y a 20 ans, il n'y avait pas tout cela. Aujourd'hui, on se retrouve avec les mêmes problèmes
les mêmes problèmes de délinquance, de stupéfiants, de mauvaise éducation que l'on a dans le 93, là où je travaille. C'est pas possible. C'est pas possible. Très bien. Restez avec nous, Jamal Gissoum. Rafiq Bouhlal, très rapidement, je vous laisse le mot de la fin. Ma question, c'est que, est-ce que le pays, et là, on parle de notre pays, bien sûr, l'Algérie, est-il à un tournant historique? L'Algérie, oui, il est dans un tournant historique. L'Algérie est en train de perdre ses cerveaux. L'Algérie est en train de perdre ses enfants. L'Algérie est en train de perdre toutes ses forces vives. Toutes ses forces vives. Que ce soit des diplômés, des non diplômés, des surdiplômés, des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes moins âgées. Aujourd'hui, il faut tirer la sonnette d'alarme. Il faut dire stop à cette gouvernance qui est en train de mener le pays vers la ruine. Stop de cette dictature qui ne laisse rien ni personne s'émanciper. Stop et laissons la justice être au-dessus de tout le monde et non pas au-dessous des pieds des généraux de Abdelmajid Tebboune qui la piétinent à leur bon vouloir. Et c'est avec un pays où la justice est au-dessus de tout le monde. C'est là où on pourra construire un pays et arriver à sauver l'Algérie. C'est avec la démocratie et uniquement avec la démocratie qu'on pourra construire un pays stable, un pays fort, un pays qui va donner envie à ses enfants. Et pour finir, Abdelmajid Tebboune a lancé un appel pour dire à ses enfants qui se sont trompés, qui ont fauté, de revenir en Algérie et qui seront amnistiés. Est-ce qu'on a vu des milliers et des milliers d'Algériens revenir? Non. On a vu une seule personne qui est très connue sur les réseaux sociaux, que je peux citer son nom, c'est M. Ahmed Sakhir, que tout le monde connaît, qui est resté en Angleterre pendant 10 ans et qui est rentré en Algérie dans le cadre de l'amnistie nationale, internationale plutôt, mais on n'a vu qu'une seule personne, alors qu'il y a des milliers et des milliers et des milliers d'Algériens. Cela montre aussi que les Algériens n'ont toujours pas confiance dans cette gouvernance actuelle et tant que la dictature persiste et que la démocratie soit mise de côté, on ne pourra pas sauver l'Algérie. Et je lance un appel à Abdelmajid Tebboune. Soyez un homme sur votre fin de mandat, démissionnez, laissez votre place à une personne capable de redonner la grandeur à cette Algérie et laissez le peuple choisir son président et que l'armée revienne dans les casernes et non pas sur la scène politico-médiatique. Merci. Merci beaucoup, Rafiq Bouhlal. On est arrivé donc à la fin de cette émission. Je remercie mes invités. Jamal Gissoum, analyste politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à vous. Oussaha Ftourkoum. Merci à Rafiq Bouhlal, économiste et militant politique. Vous étiez avec nous aussi depuis la France via Skype. Merci à vous, Oussaha Ftourkoum. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'tikoum Saha. Bqaw ala khair. Oussaha Ftourkoum.